Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h08 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. L'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face aujourd'hui. André Berkov, vous recevez Jean-Louis Zambert, journaliste et auteur de ce nouveau livre, Les Destructeurs. C'est aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Bonjour Jean-Louis Zambert. Bonjour équipe de Sud Radio, bonjour André, merci de ton invitation. Alors Jean-Louis Zambert, lui on ne peut pas dire que c'est pas un journaliste d'investigation. Hein. Je veux dire, sur le Crédit Agricole, sur le Crédit Lyonnais, sur l'ONU, faut-il brûler l'ONU? Bonne question, faut-il brûler l'ONU? Le Crédit Agricole encore, les mensonges et crimes d'État, Trump face à l'Europe, le vrai c'est le président, le scandale Ivermectine. Et tous vaccinés, tous en danger, on vient d'en parler, effectivement. Et puis aujourd'hui, Les Destructeurs. Les Destructeurs, un livre polémique, très intéressant, que je recommande. D'ailleurs, ici, je n'invite que les gens dont on a vraiment apprécié le livre, parce que ils vont au bout des choses, ils en parlent. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord, c'est un autre problème. Alors, Ces Destructeurs, Jean-Louis Zambert, vous commencez très fort, c'est évidemment, on a bien compris, The United States of America. Et puis vous y allez, et alors on va parler avec comment se crée l'Empire, comment on intervient, etc., etc. Vous racontez tout cela, mais je vais évidemment vous écouter, on va vous écouter là-dessus. Et puis vous parlez de Macron aussi, qui a joué un rôle non négligeable, en tout cas au niveau de l'Europe et au niveau de la France surtout, avec la vente des bijoux de famille, de certains bijoux de famille, avec la prise du service public, et puis vous parlez des conseillers style McKinsey, tout ça est passionnant, et puis vous dites à la fin, oui, mais ça y est, le basculement du monde est là, on est en train de changer, avec la dédollarisation du monde, avec les BRICS, on va en parler. Mais d'abord, quand vous investiguez, et Dieu sait si vous investiguez Jean-Louis Zambert, c'est pourquoi? C'est de trouver je dirais, le dessin caché de la tapisserie, c'est ça? Oui, tu sais, je suis venu au métier pour essayer d'expliquer des choses qui étaient complexes. Je me suis dit, on ne peut pas faire changer les choses, on ne peut pas essayer de faire bouger les choses quand ça ne va pas, si on n'explique pas aux gens. Je pensais notamment à la finance, à l'économie. Et c'est ce qui m'a fait venir au métier, et plus tard, quelques années plus tard, m'engager vraiment dans des enquêtes au long cours. Parce que ce que je voulais, c'était un peu... On avait bien sûr la presse économique, mais c'est une presse réservée déjà aux gens qui ont accès à un certain savoir, à certaines connaissances. Et ma démarche, c'est de mettre à la portée du grand public des choses qui sont souvent complexes et que l'on ne présente pas forcément, parce que dans les médias, on travaille souvent dans l'urgence. Tu en sais quelque chose, et on est souvent sous la pression, et quand on fait le constat aujourd'hui dans les médias français, la place des journalistes d'investigation, des journalistes d'enquête est vraiment est pratiquement inexistante. Oui, alors là on pourrait faire 3 émissions là-dessus, les coûts, etc., l'autocensure, enfin beaucoup de choses. Mais moi je voudrais revenir à cet empire de la mort, parce que vous n'épargnez pas vraiment, alors les États-Unis, vous dites l'empire de la mort. Bon, est-ce que vous n'allez pas un peu vite en besogne? Mais on va reparler. Moi, je voudrais d'abord que vous présentiez effectivement la chose. Ce qui se passe aujourd'hui, vous dites, et on l'a vu effectivement dans tous les narratifs que nous avons suivis récemment, surtout la guerre Russie-Ukraine, hein. Proche-Orient est trop proche, en tout cas. Là, c'est la guerre de 100 ans, c'est une autre affaire. Mais vous dites que, en fait, quelque part, vous dites l'Europe pour cible. Vous dites Washington mène la danse, et puis il y a les petits danseurs un peu partout. C'est-à-dire, en fait, Washington veut quoi? Veut l'impérium total, veut la domination totale, il exerce? Oui, complètement. Quand j'ai travaillé sur cette enquête, alors il y avait déjà des aspects que je connaissais, mais ce qui est frappant quand on lit des documents des cercles des milieux impérialistes aux États-Unis, comme le projet pour le nouveau siècle américain, et que l'on voit les écrits de ces gens-là, les États-Unis ne peuvent pas exister sans la suprématie le monde ne peut pas exister sans la suprématie des États-Unis. Vous l'avez dit pour ces cercles-là, là. Pour ces cercles-là. C'est actuellement, au sein du pouvoir américain, les cercles qui sont dominants. Un peu les néoconservateurs, enfin appelons-les pour caricaturer, c'est schématisé, alors, mais bon. Oui. Mais on retrouve justement le même schéma aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, comme partout un peu à travers le monde. C'est-à-dire que c'est John Perkins, qui est un assassin économique, on en parlera, appelle ça la corporatocratie, c'est-à-dire que des gens se retrouvent entre eux dans des cercles qui sont souvent informels,
des représentants de grandes banques, des représentants de grandes sociétés transnationales, principalement des milieux financiers, et de l'appareil d'État et des services de renseignement notamment et de l'armée. Et ces gens-là agissent, leur seule préoccupation, c'est de s'accaparer les richesses du monde. Alors, se les accaparer, quand je parle des richesses du monde, ça peut être le pétrole de l'Irak, le pétrole de la Libye, ça peut être des minerais précieux en Afrique, ça peut être des richesses... Les terres rares du Congo ou autres. Voilà, exactement, ou des richesses archéologiques, comme ils l'ont fait en Afghanistan, par exemple. Mais ça peut être aussi une entreprise comme Alstom, qui est une entreprise stratégique, qui a un savoir-faire très développé, et ça va intéresser donc une grande société transnationale, en l'espèce, à l'époque, General Electric. Et là, tu vas retrouver aussi bien en Europe que, comme tu l'as aux États-Unis, des cercles, ce que j'appelle des couveuses un peu, où se retrouvent à la fois les représentants de ces grandes sociétés transnationales, de ces grandes banques, avec des hauts fonctionnaires, et dont l'objectif est de détecter des personnes qui peuvent servir leurs intérêts plus tard. Et quand ils ont trouvé un candidat qui leur convient, eh bien de le mettre en confiance, c'est-à-dire de faire rencontrer aux États-Unis. Vous pensez au Global Young Leaders, par exemple. Par exemple, à la French American Foundation, mais il y en a un tas d'autres. Voilà. On va en parler tout de suite après cette petite pause et on va justement faire l'inventaire de tout cela parce que c'est important de dire au fond pourquoi. Bah oui, petite pause puisque c'est le moment de vous faire gagner sur Sud Radio. C'est le grand sapin de Noël Sud Radio. C'est tout de suite, on accueille Bruno qui nous appelle de Marseille. Bonjour Bruno. Bonjour, salut tout Bruno. le monde. Salut. Bruno, vous avez été le 22e appel et vous avez gagné une belle enceinte Bluetooth JBL avec laquelle vous pourrez nous écouter toute la journée et la mettre au pied du sapin. J'espère que vous allez nous écouter Bruno avec ça. C'est magnifique, je vous remercie. Voilà. Mais c'est pas Merci tout Bruno, André, c'est pas tout, et attendez, c'est pas tout. Vous avez aussi gagné un ballotin de chocolat fin, de truffes moelleuses Jeff de Bruges, un coffret d'1 kilo de chocolat fondant, croustillant et onctueux. Bref, de quoi vous faire plaisir à vous et à toute votre petite famille pour les fêtes de Noël. C'est la magie de Noël. Voilà Bruno. Merci André. Merci Bruno. Merci à vous Bruno. Et puis écoutez, vous allez nous écouter sur l'enceinte Bluetooth, mais évidemment toutes vos musiques préférées. Comme toujours. Merci Bruno. Et très bonne fête. Et on très remercie bon également notre partenaire, la Confédération des buralistes. Et je vous rappelle que le grand sapin de Noël Sud Radio continue tous les jours jusqu'au 25 décembre sur les réseaux sociaux de Sud Radio et sur sudradio.fr. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Jean-Louis Zambert, Les Destructeurs, un nouveau monde émerge aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Vous faites le procès, on a parlé de tous ces cercles qui sont en Europe, en Amérique ou ailleurs. Mais est-ce que c'est un complot? Est-ce qu'on va pas vous dire, mais Jean-Louis Zambert, vous allez me dire qu'il y a des tas de gens qui se réunissent comme ça dans des cercles feutrés et à Davos ou ailleurs, et puis qui complotent tout ça? C'est pas ça ce que vous dites d'ailleurs. Pas du tout, c'est pas du tout ça. Ça prouve au contraire que le système sait s'organiser pour perdurer, pour se reproduire. Ce sont des gens compétents qui se retrouvent. Je veux dire, et je dirais même, c'est dommage que les gens qui veulent changer les choses en France n'aient pas le même esprit d'initiative et pour se rencontrer, pour discuter, pour débattre, en sortant de leurs clichés et de leur un peu, parce que quand on en entend certains des fois qui disent changer les choses, ils sont un peu comme des recluses du Moyen Âge dans leur tour d'ivoire de certitude. Non, il n'y a pas du tout de complot. Du reste, John Perkins, qui fut un assassin économique. Alors, d'abord, qui est John Perkins? On ne va pas s'étendre là-dessus, mais qu'est-ce que vous voulez dire par assassin économique? Vous avez employé 2 fois là. Ça veut dire quoi? Alors, assassins économiques sont des gens qui sont employés pour assassiner l'économie et pour servir des intérêts qui sont ceux de la grande finance, des grandes sociétés financières et des grandes sociétés transnationales économiques des États-Unis. Alors, Perkins c'était un économiste de haut niveau. Il a été recruté par le groupe Bechtel en 1971 et il a eu affaire donc à l'intérieur de l'entreprise à une supérieure qui était une correspondante de la NSA.
National Security Agency. Voilà, c'est National Security Agency. Et Perkins a commencé, lui, en disant, il allait pour lui être un peu comme une sorte de lobbyiste, chercher des marchés à l'export. Et on lui a expliqué très clairement, non, John, c'est pas ça dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est d'employer tous les moyens possibles pour que ces marchés reviennent à nos entreprises. Aux entreprises américaines et à la nôtre en particulier. Exactement. Bien sûr. Et donc, il était employé par le groupe Batchel, qui est un groupe de consultants internationaux. Et Perkins, donc, se travaillait principalement sur l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. D'accord. Et l'un de ses objectifs, c'était d'endetter des États pour après positionner. Alors, quand l'État était bien endetté ou même surendetté, le principe, c'était de dire mais nous pouvons vous aider. Et après, tu avais soit des grandes sociétés financières, soit des sociétés transnationales états-uniennes qui arrivent pour proposer, bien sûr, leurs services. C'est ce que l'on voit du reste avec la guerre en Ukraine. Tout a été détruit, et maintenant, le PDG, Larry Fink, le PDG du fonds d'investissement BlackRock, se présente pour dire, mais nous pouvons... Ah bon, vous pouvez pas nous rembourser la dette, vous pouvez pas rembourser l'argent qu'on vous a prêté, alors il faut que vous privatisiez. Nous, il y a telle entreprise qui nous intéresse. Dans le domaine des télécommunications, on a cette entreprise qui peut... moderniser, reconstruire. Voilà comment ça se passe. Nous sommes vos sauveurs. Voilà. Et nous allons vous fournir tous les moyens. D'ailleurs, BlackRock, c'est pas seulement ça, ils ont acheté presque la moitié des terres ukrainiennes. Tout à fait. Monsanto aussi. Voilà. Il y a Monsanto, Cargill, Dupont de Nemours, que l'on retrouve. Donc l'idée, c'est on vous met à poil. Pour être vulgaire, un peu trivial, et puis, mais en revanche, on va vous habiller, mais avec nos vêtements made in USA. C'est ça. Made Tout à made fait. D'ailleurs, mais... Oui. Voilà. Tout à fait. Alors, quand Perkins a continué, du reste, il m'explique quand je l'interviewe, parce que j'ai interviewé à plusieurs reprises, et il me dit, mais Jean-Loup, nous, à l'époque, on pratiquait, il y avait des affaires de pots de vin, des affaires sexuelles, de chantage sur des dirigeants d'entreprise pour les amener à ce qu'on voulait. C'était des faits à bon gros, illégaux, mais à l'époque, c'était presque exceptionnel, ça existait. Mais il me dit aujourd'hui, quand je vois avec le recul, aujourd'hui c'est devenu la norme. C'est devenu la norme. Et alors, c'est d'autant plus devenu la norme qu'avant, les assassins économiques, c'était ces gens qui partaient en mission, en gros pour l'US Imperium, pour les intérêts des États-Unis, principalement leurs sociétés financières et économiques. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé avec le temps, c'est que c'était avant des personnes comme Perkins qui avaient un haut niveau d'études qui étaient recrutées, et aujourd'hui, ils ont élargi. C'est-à-dire que ça peut être des cadres qui se trouvent à un moment donné dans telle société transnationale, qui ensuite vont passer par le système des portes tournantes que j'explique à l'intérieur de l'appareil d'État aux États-Unis, qu'on va retrouver gouverneur dans un ministère ou autre. Et puis, mais on l'a connu en France avec le président Macron, qui a été chercher le dirigeant d'une société transnationale états-unienne, la filiale française, IGVIA, qui a été incorporé à l'adresse, la direction de recherche d'évaluation qui est une administration centrale. Il est venu comme fonctionnaire travailler pour mettre en place le plan santé d'Emmanuel Macron, et après il est retourné à la direction de IGVIA France. Voilà, effectivement, ce qu'on appelle les portes tournantes, qu'on veut dire. Voilà, les revolving doors, comme disent les Américains. Voilà, alors, et chez nous, ça s'appelle le pantouflage, mais enfin, c'est un peu différent, mais pas si loin que ça. Oui, alors c'est d'autant plus facile que tu retrouves dans ces couveuses dont je parlais, dans toute cette myriade d'associations comme la French American Foundation, mais d'autres que je donne dans le livre, Institut Aspen, etc. Tu retrouves un peu les mêmes pratiques, quoi. C'est-à-dire que tu as là des hauts fonctionnaires, des anciens responsables de la banque Rothschild, etc., ou même de d'autres organisations financières, et qui vont ces gens-là entre eux vont se côtoyer, vont se rencontrer. Ouais, on va organiser des séjours aux États-Unis pour qu'ils rencontrent les milieux d'affaires. Le président Macron est le président français qui a fait le plus de voyages aux États-Unis. Et on guide un peu. Quand on a sélectionné, quand le sujet a été retenu, on le guide. D'abord, il passe. Alors, Emmanuel Macron, c'était le candidat un peu idéal parce qu'il venait de l'ENA. Il avait fait la finance. Il cochait toutes les cases.
toutes les cases. Banque Rothschild, et après la banque Rothschild, on retrouve les mêmes qu'il a rencontrés, commission Attali dans ces organisations, qui vont après border son parcours jusqu'à aller au pôle économique et financier de l'Élysée. Absolument, à la demande générale et aux applaudissements du public. On se retrouve juste après une petite pause et on va continuer effectivement de creuser peut-être la mécanique du système, parce que ce qui est intéressant, c'est la mécanique. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Alors, qui sont ces destructeurs dont parle Jean-Louis Ambert dans son livre aux éditions Jean-Cyril Godefroy? En fait, les destructeurs, d'accord, l'Amérique, superpuissance, à tout seigneur, tout honneur, et on ne prête qu'aux riches, même on ne donne qu'aux riches, mais l'Europe quand même, comment il se fait, et vous en parlez assez longuement dans votre livre, Jean-Louis Ambert, comment il se fait que l'Europe, alors évidemment, il y a eu le plan Marshall, l'Europe était exsangue, 44, bon, très bien, sont arrivés, ils nous ont d'ailleurs aidés, il faut le dire, il ne faut pas oublier ça, mais en même temps, ils nous ont aidés, mais comme vous dites, en disant, mais attention, on vous aide, mais vous allez nous rendre un peu la chose, l'appareil. Oui, tout à fait. Mais ce qu'ont voulu les États-Unis dès le départ, déjà, ils ont voulu enfermer les pays du versant ouest du continent européen sous leur hégémonie. Donc ils ont carrément, mais ça a été très loin, puisque le 6 juin 44, quant à le débarquement, ils débarquent une monnaie qui est déjà imprimée aux États-Unis et qui doit être diffusée sur la France. Et même sur d'autres pays. Une monnaie spéciale. Une monnaie spéciale, et qui sera, et ils veulent essayer d'imposer ce système, y compris au Danemark et en Italie. L'Italie va l'accepter, le Danemark et la France la refuseront. Heureusement, la France la refusera parce que le général de Gaulle s'y est opposé, en disant qu'est-ce que c'est, cette monnaie, nous ne la reconnaissons pas, elle est imprimée aux États-Unis et nous ne l'acceptons pas. Et dans le même temps, ils voulaient mettre en place un gouvernement, alors qui était un peu un gouvernement administratif qui était dirigé par des militaires qui avaient été formés aux affaires civiles, notamment à l'université d'Yale aux États-Unis, de manière à prendre en main l'économie de la France. Parce que la France et l'Allemagne étaient pour eux les deux premières puissances à neutraliser, si je puis dire. Alors, ils vont procéder différemment. Et alors, on va retrouver tout au long, dès la libération, dès 1940... Et jusqu'à aujourd'hui, vous dites? Oui, jusqu'à aujourd'hui, parce que ça commence même bien avant, puisqu'en 1941, quand il y a les premières victoires de l'armée rouge contre l'armée allemande à Rostov-sur-le-Don, les Roosevelt envoient des émissaires auprès du gouvernement de Vichy. Et l'objectif, en gros, c'est d'assurer un Vichy sans Vichy. Après, ils voient, les États-Unis sont en train de voir que les choses sont en train de tourner, que le régime fasciste à Berlin ne tiendra pas, que la grande armada qu'ils ont envoyée pour faire tomber le régime à Moscou est repoussée, et là ils savent que les choses vont changer. Et c'est intéressant du reste, parce que quand tu regardes en France des gens qui sont présentés comme de grands démocrates, comme des pères fondateurs de l'Union européenne, tu t'aperçois que le parcours de ces gens-là est partagé entre la collaboration avec les services US, la collaboration avec Vichy, et même... Vous parlez de Spaak, de Jean Monnet, de Schuman, de Pinet même. Donc, et ça n'a donc, les États-Unis ont été confrontés à un bloc à la libération. C'était le fait que la politique du général de Gaulle était une politique qui voulait assurer la souveraineté politique, économique et financière et militaire de la France, et qu'il a bénéficié sur ces points-là du soutien à l'époque du Parti communiste, qui était très influent. Et donc, ils vont travailler autrement. C'est-à-dire que... Alors, comment ? Alors, ils vont travailler avec des gens qui ont été aux États-Unis pendant la guerre. L'un des principaux, c'est Jean Monnet, qui va être
amener à accepter l'idée, parce qu'on le présente, Jean Monnet, père de l'Europe, fondateur de la supranationalité, etc. C'est pas du tout ça en réalité. Jean Monnet était en contact pendant la guerre avec les frères Dulles, John Foster Dulles et Allen Dulles. Ouais. Le premier sera secrétaire d'État. Donc l'idée c'était de faire une Europe liée à l'Amérique. Voilà, exactement. Et c'est la raison pour laquelle ils ont été jusqu'à concevoir non seulement la monnaie, qui voulait faire déjà une monnaie unique. Elle n'a pas réussi, heureusement. Elle n'a pas réussi, mais ils essayent encore aujourd'hui de remettre le couvert sur la table en imposant une monnaie unique. Avec le rapport qui a eu lieu au Parlement européen récemment au mois de novembre, pour essayer d'imposer la monnaie unique à tous les pays membres. Essayer d'élargir à 35 à 37 membres l'actuelle Union européenne. Et ça, c'est une initiative venant de l'Amérique, à votre avis? C'est une initiative... Ça vient de l'Europe, ça. C'est une initiative qui vient... Ursula von der Leyen. Non, voilà, notamment. C'est une initiative qui vient essentiellement de l'Allemagne. De l'Allemagne, mais oui. Parce que sur les 5 rapporteurs qui ont préparé ce rapport, 4 sont allemands. Alors, allemands, mais je veux dire, il y a la droite, il y a la gauche. Non, mais l'Allemagne, pardon, beaucoup parce qu'ils n'avaient pas un De Gaulle et puis ils sortaient de chez Hitler. L'Allemagne c'est toujours arrimé aux États-Unis, Jean-Louis Zambert. Tout à fait. Mais considérant comme leur bouclier, enfin. Voilà. Mais c'était un moyen aussi d'arriver à contrer la France. Qui avait une politique qui était indépendante à l'époque, qui était une politique souveraine. C'est pour ça que le couple franco-allemand aujourd'hui ne veut plus rien dire, d'ailleurs, et de moins en moins. Évidemment. Et donc toute la tactique, ça a été d'utiliser ces gens-là, de les introduire dans les cercles de pouvoir. Alors... Et ce qui est frappant, c'est qu'on voit des gens comme Jean Monnet, Jean Monnet, qui est De Gaulle nomme directeur général du plan, et qui, dans le même temps, agit au sein d'organisations qui vont contre la politique de souveraineté du régime gaulliste. D'accord. Et donc, cette situation, vous en parlez longuement et bien dans votre livre, mais cette situation arrive aujourd'hui où on se dit... est-ce que ça explique l'Europe aurait pu jouer un rôle quand même. L'Europe, c'est pas rien, 400 millions d'habitants, etc. Enfin, le PIB, on faut pas faire le détail. Ça explique que l'Europe s'est totalement rangée derrière les États-Unis dans cette guerre Russie-Ukraine, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et c'est vrai qu'il y a eu, rappelez-vous quand même, Bruno Le Maire, on en parle, nous allons mettre à genoux l'économie russe, etc., etc., etc. Et on a vu les conséquences. Vous pensez que c'est le passé que vous décrivez qui explique cette position pratiquement quasi unanime de l'Europe, que ce soit même l'Italie de Meloni, la France de Macron, l'Angleterre, n'en parlons pas, même si l'Angleterre a fait le Brexit, Boris Johnson était l'envoyé de Biden. Oui, ce passé contribue partiellement à expliquer le présent. Parce que ces cercles se sont développés et aujourd'hui il y a des ministères dont les dossiers sont complètement gérés par des atlantistes, c'est-à-dire par des gens acquis à l'hégémonie états-unienne et qui sont des intégristes du marché. C'est notamment le cas du Quai d'Orsay, le ministère des Finances, les principaux ministères. Et bien sûr le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay. Mais tous ces gens, en réalité, poursuivent c'est la même politique d'arrimage aux États-Unis. Du reste, quand on regarde le bilan depuis les années 90, des décisions qui ont été prises par les dirigeants français, quels qu'ils soient, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que partout où la France, s'est alignée sur les décisions de Washington, la France a reculé. Donnez des exemples. Par exemple, dans les pays arabes. Quand on prend toutes les guerres qui ont été déclenchées par les États-Unis, parce que ça c'est aussi un fait important, c'est que toute la période contemporaine est marquée par le déclenchement de guerres qui sont provoquées par les États-Unis. Alors ça peut être des guerres subversives, comme ils l'ont essayé en Algérie, comme ils l'ont fait en Tunisie. Ça peut être des guerres plus fortes comme ils l'ont fait en Libye, comme ils l'ont fait en Syrie, subversives. L'Irak, l'Afghanistan. Et
dans tous ces pays, à chaque fois que la France a suivi les décisions des dirigeants de Washington, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'en fin de course, quand les avions sont rentrés dans leur base et que les canonnières ont fini de parler, eh bien, les bonnes relations ou les relations, je dirais, que pouvait avoir la France avec ces pays-là, n'existent pratiquement plus. Je veux dire, la France n'est plus considérée comme un partenaire fiable. Oui. Est-ce que ce n'est pas aussi le rapport de force qui fait que tous ces gens-là parlent quand même aux États-Unis parce que les États-Unis ont le gros bâton et que la France a la petite branche d'olivier, si je peux me permettre. Oui, mais ils ont un gros bâton fragile avec un endettement total de plus de 103 000 milliards de dollars. 103 000 milliards de dollars. Alors justement, ça revient à ce que vous disiez en première partie. L'Amérique elle-même, les États-Unis sont surendettés. Tant que le dollar était la monnaie unique, ils pouvaient fabriquer, la planche à billets pouvait fonctionner sans aucun problème. Mais aujourd'hui, et parlons un peu de la dernière partie de votre livre, la dédollarisation. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite vend à la Chine en yuan, etc., etc. Ça change la donne complètement, à votre avis? Ah oui, complètement. Complètement, parce que le dollar est en train de perdre... le dollar est en train de... Chaque mois qui passe, le dollar perd de sa valeur comme monnaie dans les échanges internationaux. On avait, pour donner un chiffre, on avait le dollar ne représente plus que... il a entre 2015 et 2022... Du point de vue des transactions internationales, le dollar qui a assuré en 2015 à peu près 90% des transactions internationales ne représente plus qu'en 2022 que 46%. Oui, ce qui est même 2022 énorme. Ou 2020. Ouais. Et je pense que c'est en train de continuer de régresser, justement avec le fait que des pays importants comme l'Arabie Saoudite, la Russie, la Chine, l'Inde, maintenant, surtout disent, mais on ne voit pas pourquoi on travaillerait en dollars quand notre intérêt économique et financier, c'est de faire un échange en monnaie locale, en monnaie des pays, quoi. Ou en utilisant l'or, ou en utilisant le yuan chinois, le rouble russe même. Alors qu'avant, si vous et moi faisions une négociation en dollars, nous étions susceptibles d'être attrapés par la justice américaine, quel qu'il soit dans le monde entier. Tout à fait. L'extériorité que l'on connaît. Mais alors, est-ce que ça veut dire donc pour vous, c'est une des preuves, des preuves éloquentes de la fin, en tout cas de l'impérium, de la fin de l'empire, quoi? Dire que c'est la fin de l'empire, c'est un raccourci. C'est peut-être aller vite en besogne. Oui, c'est un raccourci pour montrer la tendance plutôt. C'est-à-dire que les États-Unis sont en difficulté et ils ne peuvent plus se permettre aujourd'hui ce qu'ils se permettaient hier. Je parle notamment dans le livre de cette remarquable enquête qui a été faite par 4 journalistes aux États-Unis, qui a été publiée dans le New York Times, sur la manière dont, en décembre 1914, des soldats ont débarqué à Haïti, venus des États-Unis, ont été directement à la banque d'Haïti. Ils ont pris toutes les réserves d'or. Ils ont chargé toutes ces caisses d'or sur des charrettes qu'ils ont amenées jusque sur la côte. C'est parti en canot dans une canonnière et ça a été chargé. L'or a été... il y en avait à l'époque, c'était une somme importante. 1914, je crois que ça représentait, d'après ce que disent ces journalistes, $500 000. 500 000, c'était une grosse somme. 1914, et alors, ils ont complètement dépecé le pays, ils l'ont privé de ses ressources financières, et quelques mois plus tard, ils chassaient les Français d'Haïti, et ils installaient une dictature avec, on connaît la suite aujourd'hui, quoi. Papadoc et le reste. Donc mais partout ce sont des guerres de rapine, parce que l'Ukraine, c'est un peu, je dirais, la succession de l'agression des États-Unis contre la Yougoslavie. C'est toujours monté à partir... Oui, vous reparlez de la Yougoslavie, et c'est bien à rappeler, 1999. L'OTAN avait attaqué sans l'aval de l'ONU, avait attaqué la Yougoslavie à l'époque, la Serbie, et c'était le dépeçage. Exactement, et quand on voit aujourd'hui les entreprises qui se sont installées dans ces régions-là, on retrouve des entreprises essentiellement états-uniennes. Par contre, les bonnes relations qu'avait la France avec les Serbies, à mon avis, elles sont revues à la baisse, là. Oui, ça c'est clair. Et vous pensez que l'Ukraine c'est un peu la même chose, surtout avec toute la corruption, tout ce qui se passe, etc. Oui. Oui. Alors justement, l'Ukraine, déjà la première chose, on parle d'agresseur russe.
Ceux qui disent ça, moi je leur pose la question, que reste-t-il aujourd'hui des populations qui sont opposées à la junte qui a été mise en place en 2014 au pouvoir par les États-Unis de longue date, et je vais y revenir après, si la Russie n'était pas intervenue? Il y a quand même eu, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU qui est entre 2014 et 2022, près de 15 000 personnes qui ont été assassinées quand même par l'armée ukrainienne. Dans le Donbass, dans les régions. Voilà, le Donbass et puis d'autres régions, par l'armée ukrainienne, des groupes néo-nazis quand même. Faut voir quand même, quand j'entends la première ministre française, nous serons jusqu'au bout avec les Ukrainiens. Madame Borne, ses parents s'appelaient Bornstein. Il faut quand même savoir que en Ukraine, ces groupes néo-nazis ont détruit non seulement les monuments qui avaient été érigés pour fêter la victoire quand l'armée rouge avait chassé les nazis, mais que des monuments aux morts, des monuments qui rendaient hommage aux populations juives, notamment, qui avaient été l'objet d'atroces pogroms en Ukraine. Oui, la Shoah par balle. Voilà, exactement. Ont été souillés, recouverts de croix gammées. Je veux dire, c'est un régime raciste, c'est un régime où les partis d'opposition sont interdits, où des députés d'opposition ont été abattus froidement dans la rue, où les médias sont censurés, les médias qui ne reproduisent pas la parole du régime ou qui même émettent des articles pour la paix ou pour critiquer le gouvernement sont censurés par un conseil national mais sans procédure juridique. C'est le président qui décide du jour au lendemain de fermer telle radio, telle télévision. Jean-Louis Zambert, est-ce que c'est pas un peu le cas en Russie? Franchement. Moi, en Russie, j'ai pu publier le Crédit Agricole hors la loi. Oui, c'était le Crédit Agricole français, pas le russe. Oui. D'accord. On se retrouve après une petite pause. Et avec vous au 0826 300 300, on continue cet entretien, on prendra vos réactions. 0826 300 On n'a 300. pas pour le moment de... Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h49 sur Sud Radio, on est toujours avec Jean-Louis Zambert qui vient nous parler de son livre Les Destructeurs, c'est aux éditions Jean-Cyril Godefroy, et nous avons Natacha qui nous appelle depuis Périgueux. Bonjour Natacha. Bonjour Natacha. Oui, bonjour monsieur Jean-Louis Isenberg. J'ai pris des notes. Bonjour et monsieur madame. André Berkoff. Bonjour. Monsieur André Berkoff, je vous connais. Eh ben, Vous écoutez, avez été exemplaire durant le Covid. merci. Bref. Merci, on tâchera de le rester. Oui, allez-y Natacha, allez-y. Écoutez, je vous prête un peu néophyte, parce que j'étais en train de manger tranquillement et je mets la radio. Oui. Et je peux vous assurer que j'ai mangé très mal. Ah bah écoutez, c'est une bonne chose. J'ai pas tout compris. Ça veut dire... J'ai pas tout compris. Donc des gens sont en train de manipuler la planète entière. Ça dure depuis des millénaires, c'est le cas de le dire. Des millénaires, je ne sais pas, mais enfin bon. Ah bah si, disons ça dure depuis longtemps, quelques décennies. Allez-y Natacha, allez-y. Et puis donc, on sait que certains, pour de l'argent, en plus pour de l'argent, donnent à manger à quelqu'un ou donnent pas à manger aux autres. Il y a des gens qui meurent de faim actuellement, simplement pour de l'argent. C'est-à-dire que c'est nous qui avons inventé ça. L'humain a inventé ça. Et on est tous en train de se battre et tout, en sachant qu'il y a une période donnée où on va vivre et mourir. Et dans cette période-là, on va galérer pour quelques-uns qui disent on va mettre tel ou tel pays à terre, ou tel pays sous nos ordres, ou tel... Mais qui sont ces gens-là? Des aliens? Mais peut-être pas. Ce sont des gens qui se comportent comme on s'est comporté depuis 5000 ans. Ou presque, c'est ça, chère oui, Natacha. c'est ce que je vous dis depuis des milliers d'années. Oui, c'est vrai. Jean-Louis Zambert, en fait, bon, je comprends ce que vous voulez dire, et c'est normal, Natacha, que vous réagissez comme ça. Mais en fait, le monde a toujours été rapport de force. Malheureusement. Un rapport de force, oui, malheureusement. Mais ce que l'on voit là dans l'époque contemporaine, c'est frappant, c'est qu'il y a un accroissement des richesses à un pôle de la société, mais alors vraiment de manière éhontée, et un accroissement terrible des difficultés pour le plus grand nombre. Par exemple, il y a un organisme qui travaille à côté de l'Union européenne, qui fait des prospectives sur... rien qu'en restant sur l'Union européenne, et qui prévoit, au rythme actuel, qu'il y aura en 2030
en plus ou moins 135 millions de personnes qui seront en exclusion sociale ou en pauvreté. 135 millions de personnes sur 445 millions d'habitants. En Europe. En Europe. Dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne. Donc ça montre bien, effectivement, comme le disait Natacha, madame, il y a des gens qui... Mais vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure avec André Berkoff, il y a des gens qui sont des cadres de ces grandes sociétés dont le souci n'est pas... Je vais prendre par exemple le cas de la société Pfizer ou de la société de conseil McKinsey. Oui. Leur souci, quand ils viennent décrocher des marchés en Europe, dans l'Union européenne ou en France, ce n'est pas la santé des Français, c'est de repérer le marché le plus important, là où ça va coûter le moins cher, là où ça va rapporter le plus. La santé des Français, peu importe. Du reste, c'est à un tel point que dans le cadre de la campagne de vaccination, les députés européens qui ont demandé à voir les contrats qui avaient été signés par la présidente de la Commission européenne ont eu droit à les consulter pendant une demi-heure ou un quart d'heure, je crois, dans une salle, sans téléphone, sans crayon, sans pouvoir noter. Des contrats biffés. Et des contrats qui étaient complètement biffés. On a reçu Michel Rivasi, paix à son âme, qui vient de mourir, et Virginie Joron qui nous ont raconté ce qui s'était passé. Voilà. Donc là ils viennent pour l'argent. Et alors, c'est pour vous dire à quel point est poussé le cynisme au sein de cette direction de l'Union européenne. C'est que déjà, quand vous avez la présidente de la Commission européenne qui négocie en secret avec le dirigeant de Albert Bourla, PDG de Pfizer, elle refuse de rendre public ces SMS. Et c'est encore plus grave, c'est qu'il y a des députés qui posent des questions, qui exigent de connaître les SMS en disant « Mais Madame la Présidente, vous avez tenu ces échanges avec le PDG d'une société transnationale, Pfizer, dans le cadre d'accords commerciaux. Nous demandons à ce qu'ils soient rendus publics. » Eh bien, tous les présidents de tous les groupes politiques de l'Union européenne se sont réunis à huis clos avec le président de l'Union européenne et ils ont décidé ensemble qu'elle n'aurait pas à rendre public et à s'expliquer devant le Parlement. Alors cette espèce de doctrine du secret, c'est intéressant parce qu'on est soi-disant dans le monde le plus surinformé, avec Internet, avec tout cela, mais le secret ça marche. Le secret c'est en train de marcher. Je ne sais pas si on a le temps de prendre Françoise... Avec le réalisateur, est-ce qu'on aurait le temps pour Françoise? Oui, bonjour Françoise. Bonjour Françoise, on vous écoute. Bonjour, alors c'est pas Françoise, c'est Sandrine, mais c'est pas grave. Sandrine, ah bon. Mais c'est joli, et en plus c'est mon deuxième prénom. Et ben voilà, François, on le savait, c'est pour ça que vous appelez comme ça. On vous écoute Sandrine. Oui, juste voilà, j'ai une petite question par rapport à l'Europe et à l'Union européenne. Il va avoir les votes, tout ça, et c'est très inquiétant ce que vous dites. Et j'avais vu un reportage aussi, alors par rapport à l'agriculture, parce que moi je suis agricultrice. En 2015, il y avait eu un reportage qui m'avait énormément plu, je l'ai regardé sur YouTube, mais c'était un moment, et il se parlait au niveau des banques qui, à un moment donné, surenchérissaient d'un point de vue, on va dire, par rapport aux traders, tout ce qui est au niveau tourteau soja, tout ça, au niveau... Et là-dessus, ma question, la France, je sais qu'ils avaient essayé je crois qu'à ce moment-là, c'était M. Hollande qui était président, et M. Macron était ministre de l'économie, et ils n'avaient rien dit. Oui. Alors justement, on arrive hélas, mais on refera quelque chose avec vous, évidemment, Jean-Louis Ambert, parce que beaucoup de choses à dire. En quelques mots, donc, les présidents, que ce soit Hollande, Macron ou autres, vous dites dans votre livre, ce sont des exécutants quelque part. Oui, ils ont été mis en place pour servir les intérêts des grandes sociétés financières et des grandes sociétés transnationales. Du reste, qui a détecté ces gens et qui leur a fait qui a bordé leur parcours jusqu'au pouvoir suprême au sein de l'État? Ce sont les anciens énarques, les anciens des finances, les anciens de la banque Rothschild, les anciens, je cite dans le livre, j'en donne quelques-uns, Jean-Pierre Jouyet, par exemple, qui, à lui tout seul, est un véritable guide du routard des cercles du pouvoir politique en France. En tout cas, vous l'affirmez, on vous laisse la responsabilité de vos informations, mais je vais vous dire, c'est un livre qu'il faut lire, parce que si on veut avoir le paysage, on va avoir le paysage dans son entièreté, c'est toujours bon de se renseigner. Encore une fois, c'est l'important, c'est ce que nous faisons. À tout de suite.
Merci d'avoir été avec nous, Jean-Louis Zambert. Je rappelle votre livre Les Destructeurs aux éditions Jean-Cyril Godefroy. André Berkoff, on se retrouve demain de midi à 14h avec un face-à-face exceptionnel puisque vous recevrez Michel Onfray demain dans l'émission. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.